Cet après-midi, je vous raconte un écrivain et critique d'art français qui a parcouru l'Europe animé par un insatiable désir d'ailleurs qu'il a couché sur le papier tout en ayant, comme il le dit lui-même, une immense aversion pour le voyage, ou la véritable histoire de Joris Karl Huysmans, le voyageur qui n'aimait pas voyager. Quelle philosophie du voyage Huysmans véhicule-t-il ? Comment voyageait-on à la fin du 19e siècle ? Comment découvrir aujourd'hui l'œuvre du plus pessimiste des écrivains français ? Nous sommes à Paris en octobre 1881. L'hiver est déjà là. Jean des Esseintes, un dandy parisien de 33 ans, déambule sur les pavés mouillés de la rue de Rivoli, puis rentre dans la librairie Galignani au numéro 224. Il fait l'emplette d'un guide de voyage Baedeker sur les musées de Londres et rêve déjà de voir les tableaux de George Watts aux couleurs étranges bariolées de gomme goutte et d'indigo. Vous l'avez compris, cet amoureux de l'art s'apprête à partir pour l'Angleterre. Son train est prévu à 8h50 le soir et c'est avec presque 2 heures d'avance qu'il s'installe rue d'Amsterdam dans un vieux pub anglais enfumé et bruyant juste en face de la gare Saint-Lazare. Pris d'un spleen baudelairien, l'artiste se dessine déjà les fantomatiques brumes londoniennes flottant au-dessus de la Tamise et bercé par l'atmosphère feutrée du pub. Il se dit qu'il adore tout ce qui est gris, froid, obscur, mais l'agitation des robustes anglaises aux dents larges comme des palettes, pour reprendre ses mots, le ramène brutalement à la réalité. La gare d'un coup devient trop bruyante, comme hystérique. Il imagine les gens qui crient au guichet avant de monter dans des trains rugissant leur jet de vapeur blanche. Finalement, la gare s'évanouit comme par enchantement devant la révélation de notre héros qui confesse « À quoi bon bouger quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise ?» Cette trame romanesque, c'est celle de l'écrivain français Joris Karl Huysmans dans son roman, resté le plus célèbre, À rebours, publié en 1884. La vie de son héros, Jean des Esseintes, n'est en réalité que son double littéraire, un masque décadent pour ce dandy à l'imagination échevelée, né le 5 février 1848 à Paris. Comme il l'avouera lui-même, tous les personnages de ses romans ne sont qu'une seule et même personne, l'histoire d'un homme à la recherche de son identité. Comme le dit joliment Patrice Lockman, l'auteur de sa biographie, qui est donc notre invité cet après-midi, Huysmans écrit chacune de ses œuvres comme un tome de ses mémoires. Des textes qu'il écrit souvent depuis son bureau de la rue des Saussaies. C'est là qu'il travaille depuis avril 1866, juste après avoir obtenu son baccalauréat comme employé de 6e classe dans un bureau tranquille du ministère de l'Intérieur et des Cultes. C'est précisément là, dans cette intimité d'une pièce meublée de verre, sur ce petit bureau ciré qu'il va composer une grande partie de ses œuvres. Ici rien de neuf, on s'embête et voilà tout, écrit-il à son ami, le poète belge Théodore Hannon. Alors, entre 2 tartines gélatineuses adressées au préfet, pour reprendre ses mots, Huysmans rédige ses romans et ses critiques d'art sur le papier du ministère pour s'envoler définitivement ailleurs. Comme son héros Jean des Esseintes, il glisse d'un monde à l'autre sans bouger de sa chaise. Et il est ce magicien capable de faire des bords de Marne une lagune vénitienne. Joris Karl Huysmans fait partie du petit club privilégié des écrivains fonctionnaires. Il faut bien le dire, un peu dilettante, qui aime lire, s'abreuver d'art et parcourir les expositions de peinture de la capitale. Car comme le souligne justement Patrice Lockman, Huysmans n'a ni l'esprit d'aventure d'un Stendhal parcourant l'Italie, ni le pied marin d'un Pierre Loti naviguant vers l'Orient, et moins encore l'âme vagabonde d'un Rimbaud, qu'on surnommait l'homme aux semelles de vent pour ses aventures en Abyssinie. Non, le premier grand voyage de Huysmans est avant tout esthétique. Et c'est à l'occasion de l'exposition universelle, inaugurée à Paris le 1er avril 1867, qu'il éprouve son premier choc artistique. En arpentant les allées du palais des expositions au Champ de Mars, le jeune homme qui a alors 19 ans s'arrête subjugué par des tableaux envoyés de Hollande par des paysagistes contemporains. D'un coup, il se retrouve projeté dans l'atelier de peinture de son père Gottfried,
dont il aimait regarder le pinceau caresser délicatement la toile, déposant çà et là des touches de couleurs plaisantes qui petit à petit font éclore une fleur, déploient un paysage, révèlent les contours d'un visage. En peignant, Papa Gottfried raconte à son fils l'histoire de leurs ancêtres. Michael Huysmans d'abord, peintre à Anvers au XVIe siècle, ou son arrière-petit-fils Jacob, qui reçut un jour les éloges du roi Charles II d'Angleterre, ou encore le frère de Jacob, Cornelius, le préféré du jeune gamin, depuis que son père lui a fièrement montré ses petits tableaux bucoliques exposés au Louvre. En bas de la toile, on pouvait lire le nom de Cornelius Huysmans. Quelle fierté! Et là, devant cette exposition de 1867, ces peintres hollandais lui rappellent la patte lumineuse des vieux maîtres, et tous ces souvenirs lui reviennent à l'esprit comme un feu tourbillonnant de sensations. L'odeur des huiles de l'atelier de son père mort alors qu'il n'avait que 8 ans, ses rêves de Hollande, les tableaux de ses ancêtres, et cet amour de l'art qui s'explique tout naturellement par la généalogie familiale. Alors, Huysmans rentre chez lui, tire les rideaux de satin rouge de son appartement et se jette furieusement sur le papier pour écrire un court article sur les paysagistes contemporains qui paraît dans la revue mensuelle du 25 novembre 1867. Il écrit « Les artistes hollandais ont prouvé à l'exposition universelle qu'ils étaient bien les fils de ces grands maîtres dont la poussière des siècles n'a pu ternir les éclatants chefs-d'œuvre. Son voyage dans le monde de la peinture ne nécessite aucune gare, aucun bagage, juste un train onirique traversant les paysages de son enfance et ceux féeriques des grands peintres qu'il croise au gré des expositions. Et il le sait désormais, il passera le reste de sa vie à peindre le monde, non pas avec un pinceau, mais bien avec sa plume. Ce dimanche d'août 1875, le jeune Huysmans a toute l'occasion de montrer ses talents littéraires pour peindre ses guinguettes qui fleurissent sur les bords de Marne. Le soleil est de la partie et il sort sa palette de mots pour décrire ces barques couleur de safran et d'or rouge qui se pressent le long du rivage. C'était un fourmillement de couleurs, écrit Huysmans, soit maïs et rose tendre, moire, colombine et fleurs de soufre, gaz neigeuse, et dans ce rutilement de tons endiablés, dans cette hosanna de couleurs chauffées à outrance, le rouge dominait avec ses bruyantes fanfares. Huysmans est un œil, et il sent déjà à Nogent-sur-Marne cette poésie nouvelle de l'impressionnisme émergent. Et à l'époque, le principal défenseur de cette poésie nouvelle s'appelle Émile Zola. C'est tout naturellement que Huysmans se retrouve chez lui un matin d'avril 1876, rue Saint-Georges, dans le quartier des Batignolles. Il sonne à la grille et lorsqu'il ouvre la porte, Huysmans voit se menhir le saluer. Grand, gros, le cou puissant, le front haut, la figure bouffie et un peu pâle, la barbe rude et drue, les cheveux ne frisant guère et coupés court, l'œil gris avec des réveils qui le foncent, le nez vigoureux, fureteur, fendu au bout, les narines larges et ouvertes. Le courant passe immédiatement entre les deux hommes et Zola l'intronise dans ce petit groupe de jeunes écrivains assoiffés de modernité, rejoignant Paul Alexis, Henri Séhart, Léon Hénique et Guy de Maupassant dans ce qui deviendront les célèbres soirées de Médan. Zola, de son œil génial, a saisi l'essence du jeune écrivain Huysmans. La vie entre en lui par les yeux, il traduit tout en images, il est le poète excessif de la sensation. Porté par cette envie de peindre le monde et la vraie vie, Huysmans plonge dans ce qu'il appelle le marécage des lettres, loin des bibliothèques. Il s'étourdit dans la vie nocturne parisienne, les troquets malfamés et la puanteur parfumée des bordels, à la recherche d'un sujet de livre. L'éternel célibataire se laisse porter par cette délicieuse ivresse, peut-être en partie aussi pour oublier la mort de sa mère Malvina survenue le 4 mai 1876. Il trouve enfin sa muse, une jeune prostituée parisienne dont il veut raconter la terrible histoire à la Zola, c'est-à-dire crûment. Nous nous servons de toutes les couleurs de la palette, du noir comme du bleu, explique-t-il, avant d'ajouter « pustule verte ou chair rose, peu nous importe ». S'il a bien écrit son premier roman, Marthe, histoire d'une fille, il lui manque encore un éditeur qu'il compte bien trouver hors des frontières pour contourner la censure. Et le voilà qu'il part pour un périple, on ne peut moins dangereux,
dans les contrées peu lointaines et peu exotiques de la Belgique et de la Hollande. Lorsqu'il arrive à Bruxelles, ce 11 août 1876, Huysmans est âgé de 28 ans. Sur la Grand Place, il déploie toute sa palette pour peindre ce lever de soleil. Toute la place s'enlève avec ses pignons dentelés, ses statues de pierre, ses fêtes à guillochage sur l'outre-mer violie du ciel. Il décrit la Seine, pas celle de Paris, mais ce petit ruban vert jeté au bas d'un ravin de briques roses. Mais très vite, l'envolée lyrique se brise dans une sérénade plus sombre. La pluie ne cesse de tomber, il se désole. Pas un ray de soleil, pas une trouée bleue dans cette étendue d'un gris morne, écrit-il. Il part se réfugier au musée royal de Bruxelles, où le soleil, qui semble éteint là-haut, resplendit fulgurant et radieux sur l'étoile de Rubens et d'Obéma. C'est un voyage hors du temps dans la Flandre rêvée de ses ancêtres, un retour aux sources. Puis le soir, Huysmans se calfeutre dans les cafés sous des soleils plus artificiels. C'est là qu'il croise la route du poète Théodore Hannon, qui lui fera rencontrer l'éditeur belge Jean Gay. C'est lui qui publiera son premier roman. Et sur la première page de Marthe, histoire d'une fille, il signe Joris Karl Huysmans, alors qu'en réalité ses parents lui ont donné le prénom beaucoup moins exotique de Georges Charles. Ce sera désormais sa griffe littéraire, en hommage à ses ancêtres, et qui fait de lui, dira-t-il plus tard, un inexplicable amalgame d'un Parisien raffiné, d'un peintre de la Hollande. Le docteur Joris Karl, JK pour les intimes, laisse Mr. Huysmans sur le trottoir. Un écrivain est né. Et en septembre 1876, pour fêter le contrat qu'il vient de signer, il quitte Bruxelles et part justement chez lui en Hollande. Il rejoint son oncle Constantin Cornelius à Tilburg, avant de faire une virée à Amsterdam, la diva de la Hollande, et surtout pour l'esthète Huysmans, la terre promise des plus grands peintres. Amsterdam est un rêve, écrit-il. Il se jette à corps perdu dans la visite de tous les musées de la ville, qui sont ses églises à lui. Il pleure devant le moulin de Jacob van Ruysdael, à la galerie Van der Hoop, jubile devant les Trois de Caen, du musée Fodor, et bien sûr s'extasie devant le clou du spectacle, la célèbre ronde de nuit de Rembrandt, alors exposée au Trippenhuis d'Amsterdam. Lorsqu'il voit enfin l'œuvre que son père lui a tant de fois décrite, il découvre un vacarme de teintes, c'est la merveille du clair-obscur, commande-t-il, avant de prononcer les mots éblouissement, merveille, chef-d'œuvre, devant ces visages qui s'animent. Il ressort enfiévré par cette révélation qui fait passer tous les autres génies pour des seconds pinceaux. Rembrandt tue et écrase tout autour de lui, conclut-il, émerveillé. La peinture est pour Huysmans une religion dont Rembrandt est le Dieu tout-puissant, et les musées des églises dans lesquels il rentre pour prier. Car, à son retour à Paris, on sent déjà poindre dans la personnalité du jeune écrivain une singularité littéraire qui l'éloigne de plus en plus de Zola. Lorsque Huysmans devient chroniqueur Beaux-Arts dans le Voltaire en mai 1879, Zola voit naître en Huysmans une monstrueuse orchidée carnivore qui prend le temps de digérer les horribles toiles académiques exposées au salon de l'industrie. La violence de sa plume, sa tonalité prophétique font de lui un ovni dans la galaxie naturaliste. Dénonçant les Brutus sur commande, les Vénus sur mesure ou encore les turqueries peintes au Batignolles, il conclut « ça du grand art, allons donc, de l'art industriel tout au plus ». Le rédacteur en chef est au bord de l'apoplexie. Mais que voulez-vous, Huysmans est l'un des tout premiers à avoir perçu le génie des peintres qui expose en marge du salon et qui s'appelle Monet, Manet, Degas. Oui, les impressionnistes. Monet lui rendra d'ailleurs hommage. Jamais on n'a si bien, si hautement écrit sur les artistes modernes. Huysmans développe autre chose qu'un style purement naturaliste, avec une volonté de tutoyer un ciel plus généreux en symboles, en spiritualité, en émotions mystiques. S'il admire Zola, il a aussi pour muse Baudelaire et Flaubert, qui vient tout juste de mourir, le 8 mai 1880. Et alors qu'il s'apprête à prendre le train de Rouen à la gare Saint-Lazare pour assister à ses obsèques, Huysmans sort à nouveau sa plume pinceau pour décrire les locomotives et cette odeur de charbon brûlé de fonte qui chauffe, faisant de la gare un opéra impressionniste et gai où les machines glissent sur des rails comme des ballerines. Il sera l'un des premiers, précise son biographe Patrice Lockman, à placer des vues de chemin de fer et de locomotives dans ses romans
10 ans avant Zola et sa bête humaine. Mais lors de ce voyage, Huysmans est obsédé par cette lettre que lui avait écrite Flaubert concernant son dernier roman, Les Sœurs Vattars, paru en 1879. « Je suis dépité, écrivait l'auteur de Madame Bovary, de voir un homme aussi original que vous abîmer son œuvre par de pareils enfantillages. Soyez donc plus fiers, nom de Dieu, et ne croyez pas aux recettes. » Puis il lui donnait ce conseil énigmatique: pour réussir une œuvre d'art, la lumière doit frapper sur un point de la boule. Huysmans a compris. Il lui faut sortir des sentiers balisés, prendre le risque de naviguer à vue, d'oublier les cartes, les cadrans, braver les ténèbres et ne plus croire aux petites recettes naturalistes. C'est bien le prix à payer pour enfin trouver son propre style. Lorsqu'il publie son célèbre roman à rebours, en 1884, Huysmans a enfin trouvé sa voie, celle du décadent héros Jean des Esseintes qui dit bye-bye à Zola. La barque du naturalisme prend l'eau et le regard noir du grand et puissant Émile qui voit son poulain s'éloigner dans ce marécage des lettres n'y fera rien. L'écrivain Léon Bloy donne le ton de cette bombe littéraire avec ces mots. Il n'y a pas une page où on puisse se reposer ou reprendre haleine dans un semblant de sécurité. L'auteur ne vous offre jamais de siège. Il n'est rien qui ne soit flétri, bafoué, vilipendé et maudit par ce misanthrope. Le docteur J.K. s'est construit un personnage pessimiste perdu dans l'estuaire illimité des songes, pour reprendre la formule de Bloy. L'agitation intérieure de Huysmans s'accentue dans son roman suivant, En rade, paru en 1887, où le héros part à la dérive, exilé dans le château de Lourdes. Sauf que tout est vrai. Huysmans a bien résidé durant tout l'été 1885 dans ce château en ruine de Seine-et-Marne au milieu des oiseaux, des chauves-souris et des carcasses de mulots. Là encore, et comme toujours, Huysmans voyage dans sa tête. C'est comme le radeau de la Méduse, s'émerveille-t-il avant d'ajouter qu'il se sent ici comme dans une île loin de tout continent. Mais pour Bloy, qui lui a rendu visite, c'est juste un enfer. On crève d'angoisse, explique-t-il, et il vaudrait mieux 100 fois reprendre la haute mer et risquer les naufrages. C'est le côté noir, pessimiste du docteur J.K. qui se vautre dans des teintes blafardes loin de l'éclat de la peinture flamande. Mais cette petite excursion pour se faire peur prend fin et notre héros envisage un nouveau voyage pour reprendre des couleurs dans les musées allemands cette fois. Mr. Huysmans contacte son ami hollandais Heinrich Prins, alors installé à Hambourg, et lui explique sa phobie du train. Mais son désir de voir les peintres primitifs allemands prend finalement le dessus. « L'idée de me déplacer me rend inquiet et malade », écrit-il même à la femme d'Odilon Redon. « Hors de chez moi, je suis comme un chat ahuri, flairant les meubles, désorbité dans tous les sens. » Le 31 juillet 1888, Mr. Huysmans, dont le besoin de changer d'air dépasse malgré tout ses angoisses, se rend courageusement à la gare du Nord, à Paris. Le voilà dans sa cabine couchette pour une nuit infernale qu'il racontera dans un article intitulé « Le Sleeping Car », dont les descriptions cinématographiques valent les meilleurs plans de Chaplin et Buster Keaton réunis. Il décrit sa cabine étroite comme un cercueil houleux qui flottait. Secoué dans tous les sens, il rêve de carrières qui s'éboulent, de charrois qu'on décharge sur sa poitrine, avant de se réveiller en sueur, des fourmis dans les mains, la bouche cuivrée et la langue sèche. Après cette virée tragicomique, l'œil du docteur J.K. se réveille. Il est particulièrement perfide pour la pauvre ville de Cologne. Le chat, encore ahuri par son voyage, persifle contre les vitraux ignobles de la cathédrale qui reflètent, selon lui, l'esprit austère et autoritaire des Allemands. L'office de tourisme lui propose donc de déguerpir ailleurs le plus vite possible. Le 1er août, Huysmans retrouve son ami Heinrich Prins à Hambourg, où il va rester 2 semaines et demie. Dans cette ville des mélancolies et des brumes, il se sent presque comme chez lui, loin du soleil et des bruits.
Je me trouve dans un clément milieu de gens muets et de ciel gris, ajoutant que même les chiens sont silencieux et n'aboient pas. Côté visuel, la ville est pour la gourmandise de l'œil un gala de teintes. Puis, à partir du 18 août 1888, il part avec son ami visiter Berlin, qu'il trouve hideuse, tout comme les officiers qu'il croise sur les trottoirs, droit, un monocle grand comme une roue de locomotive dans l'œil, mâchant dans des torrents de fumée des troncs d'arbres et faisant rebondir sur le pavé des sabres, ou encore des civils rablés avec des lunettes d'or, des crânes chauves, des barbes à clairières, des joues colorées. Le chat ahuri visite ensuite Weimar, Erfurt, Gotha et enfin Kassel, la patrie des frères Grimm, où il veut admirer les Rubens et Rembrandt pour le repos de son âme misanthrope. Mais contre toute attente, c'est la découverte d'un tableau d'un autre peintre qui va littéralement bouleverser sa vie et son œuvre. Alors que Joris Karl Huysmans visite le petit musée de Kassel, il tombe sur la crucifixion de Matthias Grünewald. Si la vision de la ronde de nuit de Rembrandt a été pour lui un choc esthétique décisif, il s'agit cette fois pour lui d'un choc spirituel, métaphysique. Jamais peintre n'avait brassé de la sorte le charnier divin et si brutalement trempé son pinceau dans les godets sanguinolents des trous. C'était excessif, c'était terrible, raconte-t-il. Cette incarnation sauvage et barbare de la souffrance n'est selon lui qu'un moyen de sublimer la détresse infinie de l'âme. La rencontre avec ce tableau est une révélation mystique pour Huysmans, désormais sur le chemin de la réconciliation avec la foi de son enfance. Désormais, dans ce dialogue intérieur entre l'ange et le démon, Mystère Huysmans laisse de côté le docteur Djika et semble vouloir ouvrir les fenêtres de son âme en perdition. Après avoir sondé les enfers, il conclut son roman décadent là-bas par cette promesse. L'aube sera claire. On le voit désormais déambuler dans Paris en visitant toutes les églises, Saint-Sulpice, Saint-Séverin, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Thomas d'Aquin. Mais le 25 décembre 1890, alors qu'il poursuit avec son ami Gustave Boucher ce chemin de croix d'esthète itinérant, comme le dit joliment Patrice Loquement, il s'arrête devant cette petite chapelle de la rue de l'Èbre, blottie dans un coin oublié du vieux Paris. Elle est le ruisselet de l'église, la panne pieuse, la misérable banlieue du culte, raconte Huysmans. Ils rentrent tous les deux et voient ces religieuses vêtues de blanc célébrer les vêpres. Bercé par la monotone ampleur de ces chants, le diacre s'approche de Huysmans et en le guidant avec douceur, lui demande de prendre la tête de la procession avec son ami, comme le veut la tradition. Les deux compères se retrouvent d'incongrus leaders de cette danse amoureuse avec Dieu et se dirigent vers l'autel où Huysmans se met à genoux. Lui, le damné, adepte un temps des messes sataniques, se retrouve là comme un agneau tremblant de peur. Est-ce bien lui ? Puis, le 28 mai 1891, il rencontre l'abbé Munier à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Huysmans lui explique qu'il vient de publier là-bas un livre plein de messes noires et lui conjure de le blanchir. Il aurait ainsi demandé à l'abbé « Avez-vous du chlore pour mon âme ?» Monsieur Huysmans racontera les étapes de sa conversion dans un cycle littéraire qui débute avec En route, sorti en 1895. Souffrant d'un cancer de la mâchoire, le dandy Huysmans, après avoir écumé les retraites dans des monastères, finit sa vie en 1907 chez lui à Paris, au 31 de la rue Saint-Placide, en fumant des cigarettes. Devant les journalistes qui lui rendent visite, il garde ce masque de pudeur, ne délivrant à ses visiteurs qu'un mystérieux sourire ou un visage gothique. Pourtant, Louis de Romeuf, un journaliste fin connaisseur de l'âme humaine, a démasqué notre héros et perçu en lui la bête traquée et les ravages de la tension cérébrale, poussée jusqu'au délire. Dans la soirée du 12 mai 1907, après une vie de doute et d'errance, comme le raconte notre invité, Huysmans effectue son dernier voyage, les yeux plongés dans la reproduction de la crucifixion de Grünewald au pied de son lit. À 59 ans, il vient de rejoindre le domaine consolant des certitudes éternelles.
Europe 1, historiquement vôtre. Patrice Locmant, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En 1907, Joris-Karl Huysmans effectue son dernier voyage puisqu'il meurt à l'âge de 59 ans. A-t-il aimé la vie ? Dans une biographie que vous lui avez consacrée en 2007, vous le qualifiez-vous de forçat de la vie ? Alors l'expression forçat de la vie est de Huysmans lui-même qui se qualifie par ce terme. C'est vrai qu'il développe à travers son œuvre une vision assez pessimiste et tourmentée. Il faut rappeler qu'il est né le 5 février 1848 à Paris, alors qu'éclate la révolution de février 48, et la Commune de Paris. Évidemment, il n'en a pas le souvenir. Il venait juste de naître, mais il dira a posteriori: je suis né en une année de tourmente et j'en suis demeuré à jamais inquiet et tourmenté. Et c'est vrai que c'est autour de cette figure d'écrivain tourmenté, de célibataire endurci, qui développe une vision pessimiste des rapports humains et notamment du couple. Dans son roman En ménage, il chante à la fois les joies du célibat qu'il oppose à ce qu'il appelle les giboulées de la vie maritale, et dans une autre nouvelle intitulée À volo, qui sera un bréviaire de la vision pessimiste, véritablement exacerbée, il fait sienne la philosophie et la formule de Schopenhauer qui disait « La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la tristesse et l'ennui ». Et c'est vraiment autour de cette figure un peu misanthrope que Huysmans a construit son personnage, y compris romanesque, même si ceux qui l'ont connu personnellement décrivent un être finalement qui avait un humour assez tranchant, certes cynique et plein d'autodérision, mais véritablement humain. Patrice Locmant, vous avez signé la préface des récits et carnets de voyage de Joris-Karl Huysmans, publié aux éditions Artaud en 2022. Huysmans parle de son horrible aversion pour le voyage. Quelles angoisses la perspective du mouvement, de la mobilité, provoque-t-elle chez lui ? Alors c'est vrai que c'était un peu une gageure de faire ce volume autour des voyages de Huysmans, puisque lui-même se décrit comme un casanier sédentaire détestant le voyage, pris d'aversion pour toute mobilité géographique et en particulier pour les voyages en train. Cela tient peut-être au souvenir traumatisant qu'il avait de sa mobilisation pendant la guerre de 1870, au cours de laquelle il se souvient dans une nouvelle qu'il a publiée qui s'appelle Sac au dos, d'avoir été jeté parmi une pelletée d'hommes empilés comme des bestiaux dans des wagons à marchandises, tirés par une machine qui éructe des gerbes d'étincelles pour être envoyé au front. Il sera rapidement démobilisé, atteint de dysenterie, mais il en a gardé des symptômes physiques. Véritablement, le voyage en train prenait chez lui, vous l'avez dit, des aspects maladifs. Il écrit à Théodore Hannon, avant son voyage en Allemagne en 1888, « J'en ai la colique d'avance », et à Émile Zola, « Je pars dans la nuit par express pour Hambourg, Lübeck et la mer Baltique. Je suis malade d'avance à l'idée d'entreprendre de telles tâches ». C'est vrai que dans tous ces textes autour du voyage, la perspective des bousculades sur les quais de gare, l'inconfort des wagons-lits, la pitance servie dans les wagons-restaurants, ou encore le fait de se retrouver l'inconnu des hôtels destinés qui attendent le voyageur, le conduira à maintes reprises à reporter, voire abandonner un certain nombre de voyages. Et c'est vraiment une souffrance qu'il se fait à lui-même chaque fois qu'il part. J'ai d'ailleurs à cette occasion appris ce terme de sidérodromophobie, c'est-à-dire la peur des voyages en train. Ce qui est assez contradictoire, c'est que c'est une période où justement le chemin de fer connaît en même temps une expansion incroyable dans la deuxième partie du 19e siècle. Absolument. Donc à partir de 1840, la France va lancer un vaste programme de développement des réseaux ferrés qui relieront Paris à chaque chef-lieu de département, des lignes qui seront prolongées vers la frontière Est et avec des correspondances qui permettront de rejoindre l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, qui sont les terres de prédilection de Huysmans. C'est aussi l'époque où la gare du Nord est considérablement agrandie, avec des interconnexions qui desservent désormais toutes les grandes capitales européennes. La durée des voyages s'en trouve totalement réduite, et donc c'est l'époque où la compagnie internationale des wagons-lits va être créée, avec des wagons-couchettes, des trains-restaurants. Le Touring Club de France, en 1890, se crée pour stimuler le tourisme. On voit également à cette époque l'apparition de guides de voyage, que ce soit le guide Johan, qui deviendra le fameux guide bleu, ou le guide Baedeker. Et donc on assiste à cette époque à un véritable engouement de la bourgeoisie pour les voyages de loisirs, dont un certain nombre d'artistes comme Huysmans profitent pour pouvoir quitter Paris et aller découvrir des horizons nouveaux, en l'occurrence pour Huysmans les musées de la Hollande, de la Belgique ou de l'Allemagne.
Et pourtant, il a ce besoin chronique de changer d'air, cet insatiable désir d'ailleurs. Pourquoi? Il s'agit de contrer ce perpétuel ennui. Vous citiez Schopenhauer il y a un instant sur l'homme oscille entre la tristesse et l'ennui. C'est une sorte de spleen baudelairien chez lui? Absolument, il y a à la fois une situation très paradoxale, puisqu'à la fois il a beaucoup de mal à quitter Paris et à voyager, et en même temps il étouffe à Paris, il a besoin de changer d'air, comme il le dit, d'éprouver des impressions neuves pour pouvoir ramener à travers ses croquis des visions de la Belgique, d'un certain nombre de villes et surtout de musées qu'il va visiter. On note donc chez Huysmans une aversion pour la mobilité, le déplacement, mais néanmoins, je l'ai raconté, il voyage plusieurs fois hors des frontières de la France. Il se rend en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Et une fois sur place, la découverte des lieux et des locaux, des us et coutumes, des œuvres d'art, lui procure néanmoins un immense plaisir. Effectivement, alors c'est un voyageur principalement urbain, la nature sauvage dont le thème avait été un peu éculé par les romantiques qu'il honnie, l'intéresse assez peu. Lors d'un voyage à Lourdes, il se trouve au pied de la chaîne des Pyrénées et il confesse qu'il trouve ça lourd, énorme, oppressant. La nature n'est vraiment pas son terrain de prédilection. Il n'a pas non plus le pied marin, il ne prendra quasiment jamais le bateau. En revanche, ce sont des promenades urbaines et c'est plutôt à l'intérieur des églises, des musées, qu'il va trouver réconfort, justement, souvent déçu par les villes qu'il découvre, mais à travers les œuvres qu'il perçoit dans ces musées, il va pouvoir reconstituer, à travers les textes qu'il rapporte, une vision idyllique, un peu mythique, reconstituée de ces villes et d'un autre temps. Donc c'est à la fois, les voyages de Huysmans sont plus un voyage dans le temps que dans l'espace, finalement. Patrice Loquement, les récits et carnets de voyage signés par Huysmans ont-ils été publiés de son vivant? Est-ce qu'il s'agit là d'écrits destinés à être partagés ou plutôt de carnets personnels? Alors les récits eux-mêmes, oui, sont des textes qu'il a publiés dans la presse. En revanche, les carnets, et notamment un certain nombre d'entre eux qui étaient inédits, sont véritablement des carnets de notes, des carnets de travail, puisqu'il ne quittait jamais ces petits carnets. Même lorsqu'il s'écartera de Zola et de la littérature naturaliste, il en gardera toujours la méthode, c'est-à-dire celle de l'enquête de terrain. Il prend énormément de notes, notamment dans les musées, sur les tableaux qu'il découvre, et ces notes seront réutilisées comme une documentation pour un certain nombre de ses romans. En cela, ils sont assez intéressants puisqu'ils nous permettent de plonger au cœur du travail de l'écrivain. Ils éclairent son travail d'écriture et également d'un point de vue historique puisqu'ils nous permettent de suivre pas à pas, d'un point de vue biographique, les voyages qu'il a menés à travers ces pays d'Europe du Nord. Mais quelle est finalement la philosophie du voyage cultivée par Huysmans? Qu'est-ce qui nous apprend à ce sujet? Alors ces carnets, effectivement, délivrent une certaine philosophie du voyage, qui est avant tout, comme on l'a dit, pour lui une occasion de se dérober au présent, ce sont ses termes, d'échapper à ce qu'il appelle l'ignomineuse muflerie du présent siècle. Huysmans avait une aversion pour la modernité, et donc il révèle véritablement un écrivain voyageur qui se réfugie finalement dans le rêve, dans des contrées imaginées qu'il redessine à sa manière, dans une vision fantasmée de la Hollande telle qu'il l'avait finalement découverte depuis Paris à travers les œuvres d'art et les musées, et qu'il ne retrouve pas forcément dans les villes modernes qu'il découvre. Le roman le plus célèbre de Huysmans, c'est À rebours, publié en 1884, dans lequel on rencontre l'un de ses doubles littéraires, Jean des Esseintes. Comment ce livre est accueilli par la critique et comment, au fond, les contemporains qualifient son œuvre? Alors, À rebours est vraiment l'œuvre un peu charnière dans son œuvre romanesque, puisque c'est celle qui rendra Zola furieux, puisqu'il s'écarte totalement du naturalisme, il rompt avec le naturalisme. Le roman sera très bien accueilli. Huysmans lui-même dira qu'il avait explosé comme une grenade dans la jeunesse artiste. Il réinvente totalement le roman, un roman non romanesque, où il y a quasiment peu de narration, peu de fiction, si ce n'est une narration intérieure où l'on suit les étapes d'une âme. C'est une exploration, c'est là aussi un voyage, une exploration introspective, qui est aussi à la charnière de la dernière partie de son œuvre, puisqu'après À rebours, il se convertit au catholicisme. Et d'ailleurs, Barbé d'Aurevilly, dans une critique de ce roman, dira qu'après un tel roman, il ne restait plus à Huysmans qu'à choisir entre la bouche du pistolet, c'est-à-dire le suicide, ou les pieds de la croix. C'est la seconde solution que Huysmans adoptera. Alors qu'il travaille au ministère de l'Intérieur,
Huysmans rédige lui aussi des critiques. Il rejette l'académisme, mais peut-on toutefois le qualifier de chantre de la modernité ? Vous disiez à l'instant qu'au contraire, il détestait la modernité. Alors en peinture, effectivement, Huysmans rejette l'académisme et s'intéresse de près et va être un de ceux qui vont faire découvrir, comme vous l'avez dit, Monet, Manet, Degas, Cézanne, Caillebotte, tous les peintres impressionnistes au public. En revanche, en architecture, Huysmans est beaucoup plus conservateur. Par exemple, il signera une pétition pour empêcher la construction de la Tour Eiffel, qu'il trouvait absolument hideuse, et demander à ce qu'elle soit démontée après l'exposition universelle, et se tourne plutôt vers la redécouverte du vieux Paris, du Paris d'antan, comme il disait, qui lui faisait très, très mal de voir disparaître sous les grands travaux d'Haussmann. Donc il va également écrire un certain nombre de textes, de monographies sur les quartiers de la Bièvre, des Gobelins ou de la Butte aux Cailles, de la Glacière, tous ces quartiers en voie de disparition. J'ai parlé dans mon récit de son rapport à l'art et à la beauté. Dans quelle mesure la beauté d'une toile stimule-t-elle son imagination? Elle lui inspire des lignes de textes ou de critiques. La découverte d'une œuvre, pour lui, c'était un voyage en fait. Finalement, ces vrais voyages, ces véritables voyages, plus que ces voyages physiques, sont ceux qu'il effectue à travers l'art. Il a laissé derrière lui une somme considérable de monographies, de critiques d'art, de descriptions de tableaux. Il introduit d'ailleurs la critique d'art à l'intérieur du roman, dans des romans hybrides qui intègrent de grandes parties de descriptions de tableaux. Et c'est véritablement, effectivement, avec la redécouverte, notamment, comme vous l'avez dit, de Matthias Grunewald, ou encore des peintres du siècle d'or de la Hollande, qu'il va voyager dans le temps et dans l'imaginaire. Un dernier mot, Patrice Lockman. Comment découvrir l'œuvre de Joris Karl Huysmans? À travers quel roman? À rebours? Pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Huysmans, effectivement, À rebours, qui est un roman totalement inclassable, qui ressemble à aucun autre. Et à titre personnel, je conseillerais également En route, pour sa sincérité, qui est vraiment le roman d'une âme, d'une conversion, en toute transparence, et qui est un magnifique roman qui ouvre la voie à la dernière partie de son œuvre. Merci beaucoup Patrice Lockman de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Joris Karl Huysmans, le voyageur qui n'aimait pas voyager. Je rappelle que les récits et carnets de voyage de Joris Karl Huysmans que vous avez préfacés et annotés sont disponibles aux éditions Artaud. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.